Marc Bornec. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs le public, chers collègues, en préambule, et puis peut-être pour faire remonter Des verts et de l'écologie, parce que je vois les jeunes qui se demandent à la tribune. J'irai les voir après. Hein, voilà. Donc, après l'UMP, le Front National, les Verts, Europe Écologie, et ensuite, ça sera le groupe PS. Merci, Madame la Présidente. Oui, je disais en préambule à mon intervention, et puis peut-être pour faire remonter un petit peu le niveau, j'aimerais citer Albert Einstein, qui disait ceci. Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins. Alors que nous nous apprêtons à débattre du budget, je trouve qu'il serait bon de ne pas coller à notre époque dans son oubli d'une vision réfléchie de l'avenir de notre société. Dans la suite des orientations budgétaires dont nous avons débattu le mois dernier, nous allons tenter, par nos choix et nos arbitrages, de répondre aux besoins de notre territoire et d'assurer aux Francs-Comtois une vie et un avenir qui correspondent à leurs aspirations. Les politiques régionales sont là pour permettre une cohérence des actions et une distribution équitable sur notre territoire des moyens collectés par l'impôt. La fiscalité, M. Kremer, est l'outil de collecte auprès des plus aisés pour une mise en commun en faveur des services pour tous et pour la mise en place de politiques en faveur de l'action économique ou associative et en faveur, enfin, des plus fragiles. Ce rappel peut paraître superflu à beaucoup, je ne pense pas qu'il le soit. Si je me réfère aux nombreux corporatismes qui se sont exprimés ces dernières semaines pour dire qu'ils voulaient bien recevoir des aides, mais qu'à l'inverse, ils ne voulaient en aucune manière contribuer à l'effort collectif dont ils sont pourtant parmi les premiers bénéficiaires. Certaines actions ressemblent parfois à de lointains mouvements anti-impôts, portés par des courants poujadistes du patronat et qui furent ensuite à l'origine de la création du parti antiparlementaire de l'époque, le Front National, défenseur aujourd'hui du peuple, paraît-il. Il faudra m'expliquer comment on peut à la fois empêcher la collecte de l'impôt et donc empêcher la solidarité et dans le même temps aider les plus démunis. Puisque je vous parle de recettes, commençons par ce constat, malheureusement devenu récurrent. Depuis que la droite a gouverné le pays et englouti les finances de l'État, les finances publiques sont au plus bas. Et l'impôt sert en grande partie à payer le coût de la dette, de leur dette de l'État, qui est malheureusement la nôtre à tous aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas comme pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, on ne peut malheureusement pas présenter la note à l'UMP. D'ailleurs, la totalité de la richesse des militants de l'UMP ne suffirait pas, vous vous en doutez, à couvrir les dégâts. Heureusement, dans le même temps, les régions qui n'étaient pas aux mains de la droite ont su garder des finances saines et résister aux mauvais transferts de charges dont le gouvernement de l'époque souhaitait les voir lestés. Si je me penche maintenant sur notre budget régional, je peux par exemple constater que cette année, le fonds de péréquation nous permet d'atténuer les pertes en CVAE, dont nous avons précautionneusement réduit la valeur prévisionnelle. Cette contribution, la CVAE, est extrêmement volatile. Et le fonds de péréquation qui vient contrebalancer ces pertes ne peut en effet être favorablement pérenne en termes de masse financière. Ainsi, suite aux notifications de l'administration fiscale de la semaine dernière, nous perdons 400 000 € supplémentaires. Que se passera-t-il dans les années qui viennent? Cela reste une forte inquiétude. Par ailleurs, la reconduite en valeur d'un certain nombre de dotations est satisfaisante, certes, mais il n'en demeure pas moins que cette reconduite en valeur se traduit en réalité par une baisse, par le fait même de l'érosion monétaire qui est de l'ordre de 1% cette année. 1%, c'est précisément l'augmentation de notre budget de fonctionnement, dont vous noterez d'ailleurs qu'elle est extrêmement basse. Une des difficultés avec nos recettes depuis quelques années, c'est cette espèce de yo-yo que nous subissons depuis la suppression de la taxe professionnelle,
dans les conditions que l'on sait et par qui on sait. Évidemment, depuis, les entreprises, au fur et à mesure, prennent de nouvelles dispositions et optimisent leur fiscalité, ce qui se traduit pour nous par de nouvelles pertes en CVAE, même si nous sommes bien conscients de l'environnement économique actuel qui explique l'essentiel de cette baisse de recettes d'une année sur l'autre. La question des recettes est une question cruciale pour les pouvoirs publics et pour nos collectivités en particulier, puisque pour les régions, par exemple, la capacité à lever l'impôt est devenue quasi nulle. La valeur du cheval fiscal pour les cartes grises pourra, dans les années à venir, être un petit levier pour le Conseil régional de Franche-Comté, puisque nous nous rapprochons chaque année un peu plus des régions à la plus faible fiscalité dans ce domaine. Il devrait là y avoir une petite marge de manœuvre. Depuis quelques années, j'ai l'habitude de rappeler pour mon groupe la piste que nous devons creuser pour aller vers des investissements rémunérateurs et qui, dans le même temps, nous permettraient en partie d'atteindre certains de nos objectifs. Je veux parler ici d'investissements dans les SEM énergie, SEM qui seraient amenés par leurs résultats à nous fournir des recettes, ce qui tendrait à nous rendre plus autonomes vis-à-vis des recettes habituelles. Je vous rappelle par exemple que grâce aux éoliennes et aux barrages de voies navigables de France sur le Rhône, nous recevons chaque année, peu ou prou, 1 million d'euros en recettes, 1 million d'euros de dividendes qui deviennent nos recettes. Pourquoi hésitons-nous encore à investir dans cette opportunité? Le plan bâtiment durable, dont nous pouvons être fiers en Franche-Comté et dont je sais qu'il a servi de canevas à celui d'une autre grande région qui nous suit de près, la Franche-Comté à suivre, pour reprendre un célèbre slogan, eh bien, je pense qu'il a l'étoffe et la maturité que nous attendions pour enfin s'attaquer à ce bien plus difficile chantier, celui de la production d'énergie renouvelable décentralisée. En attendant une réforme fiscale à venir annoncée par le Premier ministre, force est de constater que pour les dépenses, cette année encore, nos choix budgétaires seront à l'image de nos recettes, restreintes ou tout du moins contenues. Le maintien d'un investissement conséquent est crucial, d'une part pour des raisons de répercussion sur l'activité économique même de notre région, et d'autre part pour ne pas provoquer une sorte de stockage des travaux à faire en les reportant, ce qui créerait de fait une dette qui ne dirait pas son nom, une dette en héritage. Je ne vous reparlerai pas de celle de la droite, cela risquerait d'agacer nos collègues de l'opposition. Non, alors j'y reviendrai. Merci. Nous investissons donc, et même plus fortement pour ce qui est des lycées, puisque vous pouvez le constater, nous triplons nos autorisations de programme, ce qui est un effort très important et que je n'hésite pas à qualifier de remarquable compte tenu de cette période économique difficile et compte tenu des effectifs en baisse dans les lycées, en lien avec la démographie régionale et nationale. Nous investissons fortement, certes, mais aussi plus intelligemment que par le passé. Nous recherchons l'efficacité énergétique pour économiser les fluides. Nous cherchons la mutualisation pour garantir la survie d'une offre éducative sur l'ensemble du territoire. Et parfois, nous réduisons les surfaces pour recentrer nos moyens afin de garantir l'efficacité de nos outils et de nos lieux de pédagogie. Sylvie Laroche porte cette lourde mission de la modernisation et de la transformation de nos lycées. Elle se rend compte chaque jour que ça n'est pas chose simple et que les échanges sont souvent passionnels. Tant mieux pour notre région, c'est la preuve d'un attachement fort à l'équité territoriale en faveur d'une offre éducative pour tous. Le budget des transports est lui aussi volontariste. Il anticipe l'achat de 2 trains par rapport au calendrier des commandes initialement prévues. C'est en tout cas le début d'un important programme d'investissement qui s'étalera sur une dizaine d'années et qui se traduira par plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement dans le matériel ferroviaire. Dans le même temps, j'ai commencé à vous parler tout à l'heure en évoquant le 1% d'augmentation de notre budget fonctionnement. La part de fonctionnement diminue dans notre budget grâce aux économies et gains en efficacité, mais aussi par ce rééquilibrage très fort au bénéfice de l'investissement. Le retour de l'investissement est donc une bonne chose, mais je souhaite ici, au nom de mon groupe, émettre un avis sur les moyens dont la région doit se doter
pour mener à bien les missions et le programme que les électeurs ont choisi, celui de la majorité régionale, issue des dernières élections. Les moyens, ce sont essentiellement les ressources humaines et donc les agents du Conseil régional. Les décentralisations en cours, mais dont l'effectivité n'est pas là, puisque les moyens ne sont pas encore transférés par l'État, est pour autant bel et bien avancée et provoque dans les services une surcharge de travail qui fragilise dangereusement nos équipes. Nous savons que des postes finiront par nous être transférés, mais ils ne répondront pas aux besoins énormes d'aujourd'hui. Il y a les fonds européens, FEDER, FEDADER, il y a Interreg, et puis dans la foulée, le contrat de plan État-région. Nous pouvons féliciter les services pour la quantité énorme de travail qu'ils endossent et supportent. Nous pouvons les remercier également pour leur engagement. Nous pouvons les encourager pour qu'ils trouvent la patience et la force de résister jusqu'au transfert effectif des moyens et au détachement à venir des agents de l'État. Mais je crains malheureusement que ça ne suffise pas. Nous avons pris des engagements forts pour la réduction du fonctionnement dans notre budget, mais je crois que la survenance simultanée de cet ensemble de dossiers extrêmement lourds justifierait peut-être que nous réfléchissions à un éventuel infléchissement de nos objectifs en matière de réduction de fonctionnement. Évidemment, à la condition de bien identifier dans notre budget, par une sorte de dégroupage, la part supplémentaire de fonctionnement spécifique induite par ces très gros dossiers structuraux et de convenir de l'aspect transitoire et hors norme des ressources humaines nécessairement identifiées. C'est pour notre vice-présidente à la culture un véritable cheval de bataille, elle en est le porte-étendard. L'investissement humain est aussi un investissement dans l'avenir, au moins autant que lorsqu'il s'agit de bâtir des routes, par exemple, et la valorisation budgétaire ne peut être pour nous le seul critère de valeur de nos choix politiques. Je sens, Madame la Présidente, qu'un certain nombre de nos engagements programmatiques, je pense notamment à nos politiques environnementales de manière large, et je ne parle pas là de notre remarquable politique en faveur de l'efficacité énergétique, pourrait, dans les mois à venir, passer au second plan, du fait du portage des dossiers de fonds européens et de la contractualisation pluriannuelle avec l'État. Certains services sont déjà profondément sous-dotés et ne nous permettent pas d'avancer plus en avant dans les politiques qui y sont rattachées, et cela nous inquiète. Mon groupe n'accepte pas de se trouver dans un dilemme de cette sorte et nous n'imaginons pas devoir trancher entre la gestion des fonds européens et notre action en faveur de la protection de l'environnement. Évidemment, d'autres pistes sont d'ores et déjà suivies dans ce budget pour retrouver des moyens. Elles ne suffiront pas, bien que très significatives, de progrès et d'efforts budgétaires réalisés. Dans ces périodes dures, il nous faut penser à supprimer ce qui pourrait sembler superflu. Nous nous réjouissons d'ailleurs du signe très fort de la baisse de 20% du budget communication pour notre part. Il nous apparaît judicieux de poursuivre dans cette voie, mais en élargissant le champ de recherche à l'ensemble de la communication. Je veux dire par là qu'abandonner des financements déjà pléthoriques de la part d'un certain nombre de collectivités auxquelles s'ajoutent les retombées publicitaires qui y sont liées, comme c'est le cas pour le Tour de France, nous permettrait de faire une économie. Si nous sommes particulièrement fiers de nos champions de ski, il ne nous apparaît pas opportun de les envoyer dans un pays à l'image plus que ternie. Certes, il ne s'agit pas de grosses sommes, mais elles permettraient de nous donner des marges de manœuvre pour embaucher des personnes nécessaires au fonctionnement de nos services. Il en est de même pour nos engagements au-delà de nos compétences, concernant le volet routier, surtout lorsque notre collectivité se substitue à d'autres qui sont compétentes en la matière. D'autant plus que de nouveaux financements des besoins routiers finiront bien par exister au travers d'une éco-contribution dont nous savons tous qu'elle est la seule solution possible au financement de l'entretien des infrastructures routières, financement qui profitera en premier lieu aux départements et à l'État qui en ont la responsabilité. Christophe Pernis en est d'ailleurs fait un grand défenseur lors d'une émission de France 3. Il a été très bon, beaucoup plus que lorsqu'il parle de l'aérodrome de Tabo, mais bon, il ne peut pas être bon partout. Une parenthèse au sujet de cette écotaxe, et pour information, les projections de retour de cette écotaxe sur le territoire franc-comtois s'établiraient aux environs de 17 millions d'euros bruts. Seuls les conseils généraux et l'État devraient encaisser les fruits de cette taxe. Et nous,
nous devrions payer des investissements routiers hors compétence. Quelle est la logique? Une collectivité qui encaisse les fruits d'une taxe et une autre qui paye ses investissements. Je ferme la parenthèse. Le comportement des agriculteurs et autres bonnets rouges a d'ailleurs été inacceptable au moment des manifestations sur cette écotaxe. Ils sont prompts à appeler à l'aide l'État et les collectivités, mais ils souhaitent aussi avoir un traitement fiscal différent des autres Français. C'est ce qu'on appelle le beurre et l'argent du beurre. Les mêmes d'ailleurs qui souhaitent que l'Europe leur vienne en aide et qui piétinent les décisions européennes en matière environnementale. Je fais allusion ici à la destruction de la maison du parc du Morvan, alors même que les agriculteurs et les chasseurs avaient bénéficié des financements LIF instruits par le parc naturel régional du Morvan. C'est ce que j'appelle ici de la fumisterie. Raison supplémentaire pour notre collectivité d'être attentive, exigeante et vigilante sur l'utilisation et la destination de l'utilisation du fonds biodiversité qui devra être alloué à bon escient en direction d'une vraie reconquête de notre biodiversité indispensable et vers des acteurs reconnus pour leur action en faveur de la protection de la biodiversité et non pas vers les spécialistes de sa destruction. Je vous rappelle par exemple que nous avions confié un travail sur les prairies fleuries à une fédération de chasse qui aujourd'hui est poursuivie pénalement et désavouée même par la Fédération nationale suite aux exactions de la Fédération de Haute-Saône, prise la main dans le sac pour destruction à grande échelle d'espèces protégées. Je terminerai mon intervention, Madame la Présidente, par un petit désaccord et un regret. Ces dernières années, nous avions apuré un dispositif de financement des investissements dans les établissements privés, notamment d'enseignement catholique, et nous avions poursuivi nos engagements de prise en charge des remboursements d'annuités d'emprunt. Aujourd'hui, nous remettons en place une aide à l'investissement hors de nos obligations. Ces aides s'élèvent à 534 975 € et nous pensons que nous ne sommes pas dans nos compétences, même si le fait de garantir des emprunts ne nous choque pas lorsqu'il s'agit d'une activité économique identifiée comme telle. Car rappelons un chat, ces 535 000 € n'iront pas dans nos lycées publics. J'allais oublier un point important, Madame la Présidente. Nous notons avec plaisir que dans son budget, la région n'a intégré aucune dépense en direction de l'aéroport de Tavaux. Même si, depuis quelques jours, suite à la lecture du Progrès, où le président du Conseil général, si avant cité, faisait ses courses, nous avons appris que celui-ci demandait une subvention de 300 000 € à la région. Et la semaine suivante, toujours dans le même journal, que la région s'apprêtait à financer un center park dans le Jura. On n'a heureusement ou malheureusement pas eu le montant de ce que nous apprêtions à voter. En tous les cas, c'était présenté comme tel. J'arrête ici notre intervention. Nous écouterons évidemment avec beaucoup d'intérêt le rapporteur Myriam Chiappa sur la présentation générale du budget, avec toute la précision et la pédagogie qu'on lui connaît. Et les échanges continueront ensuite, je l'imagine. Je vous remercie. Merci. Alors, ceci dit, juste un mot. S'il n'y a pas de crédit pour Dole-Tavaux, c'est pas parce que nous renonçons à soutenir l'aéroport de Dole-Tavaux. C'est parce que nous sommes sur un rythme d'examen des dossiers qui est différent entre le Conseil régional et le Conseil général. Et c'est extrêmement clair. Donc, je vous soumettrai ce sujet un peu plus tard. On en reparlera. Voilà.